Bonjour Primo. Le titre de la conférence, c'est Construire une stream interactive. C'est une démonstration de ce que notre technologie peut faire. OK. Ouais. OK. Donc, je me présente. Je travaille pour la compagnie Genvid. On est en pleine expansion. En fait, la carte est un peu. On a maintenant un nouveau bureau à Berlin. Notre compagnie a grossi un petit peu à tous les jours. On est rendu au-dessus de 44 employés à travers le monde sur 3 continents différents. On existe depuis maintenant plus que 3 ans. Et moi-même, je suis Fabien Nolès. Je suis un co-founder et le CTO de la compagnie. J'ai au-dessus de 10 ans dans l'industrie du jeu, principalement à Montréal. J'ai travaillé autant sur des productions de jeux vidéo que dans les groupes techniques. J'ai travaillé sur les librairies systèmes, la partie online et la partie cloud integration. Précédemment, j'étais dans l'industrie du multimédia, aussi très populaire à Montréal. Comme tout bon Montréalais, j'aime les poutines, puis mon chat fait sûrement des meilleurs portraits que moi. La conférence va avoir lieu, et là, toutes mes slides sont en anglais, mais la conférence va avoir lieu en français parce que j'ai entendu dire que les traductions ici sont excellentes. Donc, je vais juste présenter un peu quelle est notre technologie, qu'est-ce que c'est que un Interactive Streaming Engine. Donc, un Interactive Streaming Engine, c'est tout simplement un SDK qui s'intègre dans l'engin de jeu très facilement et qui permet de streamer de l'audio, du vidéo et du data sur des sites comme Twitch et YouTube et de synchroniser les deux ensemble pour faire une nouvelle expérience interactive dessus. Donc, on va commencer avec... je vais commencer par présenter qu'est-ce que c'est que les éléments qu'on peut retrouver dans un streaming interactif, les défis qu'il y a à faire du streaming interactif, l'intégration du côté du jeu, qu'est-ce que ça comprend, comment construire le website qui va permettre la partie interactivité et le déploiement sur le cloud à la fin. Donc, dans les éléments quand on parle d'interactive streaming, au niveau du design, au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire, etc., il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. On veut savoir, qu'est-ce qu'on veut streamer exactement, quel est le contenu, le type d'interaction qu'on veut avoir, quelle perspective qu'on veut que le viewer, le spectateur puisse avoir, la durée du stream ainsi que comment le déployer. Et surtout, finalement, le point central, probablement le moins aimé des designers, mais quand même essentiel, comment monétiser ça, comment absorber les coûts d'une telle technologie. Donc, on commence avec l'aspect le moins intéressant, les coûts et la monétisation de votre stream interactive. La plupart des coûts peuvent être pris selon le scale de votre stream. On parle principalement des coûts des serveurs qui scalent selon le nombre de vidéos stream. On parle du bandwidth cost qui scale selon le nombre de viewers de la stream. Et bien sûr, le income, les revenus, ils viennent de combien de nombre de viewers que vous avez. C'est eux autres qui vont payer pour avoir un peu plus d'interactivité, etc. Donc, la conclusion qu'on peut regarder un peu de ces échelles-là, c'est qu'idéalement, on veut avoir le maximum de viewers par stream et on veut aussi être capable d'aller chercher le plus de viewers différents pour une même stream.
Ça nous emmène donc au niveau du contenu, à qui on veut s'intéresser, à qui on veut voir. Vous devez vous poser la question, quel genre de contenu que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir du gameplay? Est-ce que vous voulez avoir montrer la campagne que vous avez dans votre jeu? Ou bien est-ce que vous préférez juste afficher des matchs online? Ou peut-être vous préférez afficher plutôt un mode tournoi plus intéressant, plus de type stadium, sport, etc. Vous voulez peut-être afficher le HUD ou peut-être juste retirer certains éléments du HUD de votre interface. Peut-être que vous voulez avoir un mode tutoriel pour que les viewers puissent apprendre comment jouer à votre jeu en regardant quelqu'un d'autre y jouer. Vous pouvez afficher des statistiques. Quel est le meilleur frappeur? Quel est le meilleur tireur dans votre jeu? Peut-être que vous voulez afficher le broadcaster lui-même qui va animer, qui va expliquer qu'est-ce qu'il fait. Puis aussi, question très importante, combien de vues vous voulez que vos viewers aient accès? Est-ce que vous voulez qu'ils aient accès à une seule caméra, toujours la même, ou qu'ils aient accès à 2 ou 3 caméras? Dans un des tournois qu'on a fait dernièrement, on avait 11 caméras en tout pour le même match et c'était quand même assez bien en demande. La question suivante, c'est bien sûr, quelle perspective que vous voulez avoir? On peut se donner comme exemple, par exemple, un jeu en VR. La VR, c'est pas la meilleure visualisation que vous pouvez avoir de votre jeu. Généralement, la tête bouge, etc., du broadcaster. Alors, c'est bien de pouvoir offrir des perspectives différentes. Par exemple, une first person, mais stable, une vue en personne tiers, mais un peu au-dessus, et décider combien vous en voulez. Est-ce que vous voulez tous, les 2, les 3, peut-être une top-down view, la perspective du caméra, une drone caméra, peut-être même contrôlée par les viewers, ou encore une vue mixte avec du picture-in-picture ou des technologies similaires. La question suivante après ça, c'est quel genre d'interaction que vous voulez avoir de vos viewers. L'interaction peut aller de un très grand range. Elle peut être passive. La personne fait juste regarder le stream, fait juste poser des questions, etc. Elle peut être comme sous la forme d'une communauté, d'un groupe où ils vont interagir entre eux, etc. S'envoyer « Hey, regarde celui-là, il est super bon » ou « Dis, moi, je préfère lui » puis faire un peu comme des fans dans un stade. Elle peut être active, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir directement sur le jeu. Puis par exemple, envoyer des bonus ou envoyer des pièges aux joueurs en train de jouer. Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait une fois que le jeu une fois que le match est terminé, mais que vous voulez replayer la vidéo pour vos viewers qui n'étaient pas là? C'est pas une feature que GenVid supporte actuellement, mais on prévoit déjà l'offrir dans le futur, vers lequel le jeu pourra être rejoué et avoir certains éléments d'interactivité activés quand même. Bien sûr, après ça, il y a la question de la durée. Est-ce que c'est un tournoi qui revient pendant 1 semaine, 2 semaines, à peu près à 8 heures par jour? Ou est-ce que c'est un broadcast récurrent qui revient, par exemple, à tous les lundis ou à tous les samedis? Ou c'est une stream 24/7 dans laquelle vous trouvez le meilleur match qui se passe à travers le monde et vous le diffusez à tous les viewers? Bien sûr, l'approche que vous avez à ce moment-là va être très différente. Très difficile de trouver un broadcaster capable de faire du 24/7. En général, il s'épuise avant ça. Et finalement, bien sûr, il y a la question du déploiement. Est-ce que votre jeu va être déployé sur le cloud pour être disponible tout le temps? Sur le site, par exemple, si vous avez un tournoi, vous pouvez peut-être avoir le spectateur directement sur le site, ou peut-être que c'est un broadcaster qui va le déployer pour lui-même, etc., qui va faire la chose. Donc, de trouver où est-ce que ça va être déployé, mais aussi trouver comment vos viewers vont découvrir que vous avez un stream interactif. Est-ce qu'ils vont aller sur Twitch? Est-ce qu'ils vont aller sur un site personnel que vous avez monté, etc.? Donc, toute la question de la découverte du stream reste présente ici.
on arrive à la deuxième partie. C'est quoi les défis principaux que vous allez rencontrer une fois que vous avez bien pensé à votre design, tout ça? Quels sont les principaux défis que vous allez rencontrer dans du interactive streaming? On parle donc, une des principales choses, c'est il y a quand même une haute latence. Par haute, j'entends maintenant, même dans les meilleures solutions de streaming, on parle quand même de 1 à 2 secondes de latence pour la majorité. Mais si votre stream devient populaire, attendez-vous à voir votre latence augmenter. Elle peut augmenter à 5-10 secondes. Et particulièrement si vous voulez que le maximum de viewers ait une stream de qualité, ça peut monter à 25 et 30 secondes. Il faut donc penser à ça au niveau de l'interactivité, du genre d'interaction que vous avez avec votre jeu. Un aspect important est si, par exemple, une personne a un très mauvais modem, il risque d'avoir un buffer du côté de son client. Et donc, sa latence va augmenter par rapport aux autres viewers qui sont peut-être branchés sur de la fibre ou des meilleures choses. Donc, comment gérer cette différence de latence entre chaque les clients, c'est un des défis qu'il y a. Puis, comme on disait précédemment, quoi faire par rapport au playback pour les viewers qui veulent revoir le stream après que ça se soit passé en direct. La haute concurrence est aussi un autre problème. C'est facile d'imaginer des interactions entre 10 personnes. Ça commence à être plus difficile entre 100 personnes. Imaginez-vous maintenant si vous avez 100 000 personnes, ce qui est beaucoup plus que cette salle-là peut contenir, en train d'essayer d'interagir sur le même événement. Comment cette personne-là peut faire du sens un peu de son interaction, sentir qu'il est impliqué dans le stream? C'est toujours quelque chose de difficile à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à voir aussi les gens vont essayer de coopérer pour obtenir des objectifs. On l'a vu avec Twitch Play Pokémon, mais il y a aussi des expériences dans lesquelles on voit, par exemple, en théâtre, des groupes dans un cinéma capables de contrôler des paddles juste en choisissant quel côté une paddle chacun, et le monde arrivait à contrôler un jeu de pong comme ça. Alors, il y a beaucoup de nouvelles expériences qu'on peut traiter en pensant à travers, en se disant, au lieu de penser à l'individu, de penser à l'ensemble des individus comme une foule qui interagissent puis qui essayent d'influencer le jeu à eux-mêmes. Donc, quelques solutions qu'on peut voir. Commencer à limiter le type d'options. Comme j'ai dit, aller peut-être, au lieu de choisir exactement, aller soit à droite, soit à gauche, ce qui permet de balancer les choix des gens. Les gens vont se joindre soit au groupe de gauche ou au groupe de droite. Gardez la loupe d'interaction près du viewer. Ça vous permet d'éviter les problèmes de latence. Donc, au lieu d'attendre que le jeu réagisse, faites déjà une réaction directement sur le site web. C'est un peu comme ce qui est arrivé avec le Web 2.0. Au lieu d'attendre après le serveur, on a commencé à mettre l'interaction dans le browser, sur le client, afin de compenser pour les temps de réponse du serveur. Puis donc de fournir un feedback le plus rapidement possible pour toutes les actions du joueur pour qu'il ait l'impression que oui, sa commande a été prise en compte, oui, son action a été prise en compte et donc il va avoir une réaction avec. Qu'est-ce que GenVid offre pour rencontrer tous ces problèmes, tous ces challenges-là, tous ces défis au niveau de la conception? On offre principalement 5 types d'interaction de mécanique qui permettent après ça d'implémenter toutes les autres formes d'interaction. Le premier, c'est le data stream, qui est un peu comme un stream vidéo, mais de data. Ce data stream-là va toujours être synchronisé sur la vidéo. Vous allez toujours recevoir le dernier événement, même s'il y a une coupure, un échec au niveau du network, vous allez finir toujours par retrouver le dernier data associé avec la vidéo. Et il est donc toujours synchronisé. L'autre aspect, c'est les annotations que vous recevez une seule fois, mais elles aussi sont toujours synchronisées. Les notifications permettent au jeu de dire qu'est-ce qui se passe directement à tous les viewers. C'est instantané.
c'est reçu immédiatement, mais bien sûr, si le viewer n'est pas connecté, il ne le recevra jamais. Et pour interagir avec le jeu, les viewers peuvent envoyer des événements qui vont être qui vont être regroupés entre eux et juste un sommaire va être reçu par le jeu afin d'éviter que le jeu soit inondé d'événements et donc incapable de réagir sans affecter le gameplay. Donc, par exemple, on peut dire, au lieu de recevoir 1000 votes rouges et 1000 votes bleus, il va recevoir un événement disant il y a eu 1000 viewers qui ont voté rouge et 1000 viewers qui ont voté bleu dans la dernière seconde, par exemple. C'est au développeur de choisir à quelle fréquence il veut recevoir ces sommaires-là. Et finalement, pour les producteurs, il est possible aussi d'envoyer des commandes directement au jeu pour lui dire par le match, par une nouvelle session de vote, etc. Et donc de changer, par exemple, la nature de la map ou des éléments comme ça. Donc, je vais reprendre un peu les différents types un peu plus en détail. Comme je disais, le data stream avec la synchronisation avec la vidéo, vous allez toujours recevoir le plus récent. C'est très important. Si ça coupe, vous allez quand même recevoir et ça vous permet aussi d'économiser sur votre bandwidth parce que vous avez juste à envoyer quelque chose une fois. Si ça n'a pas changé, il va toujours rester là jusqu'à temps que ça change à nouveau. Il y a aussi l'événement, le data que vous avez envoyé va être reçu du côté du viewer dès la réception, ce qui vous permet de tricher un petit peu puis d'essayer de prédire dans le futur qu'est-ce qui va avoir lieu. Donc, si j'envoie un événement, par exemple, qui dit tel joueur est en train de mourir, même si le vidéo n'est pas rendu là, je peux marquer un compteur, ce joueur-là va mourir dans 10 secondes, 9, 8, et ainsi créer un peu une loupe d'interaction assez intéressante. Donc, l'usage des data streams est principalement de synchroniser le game state. Il faut vraiment le voir comme ça. Vous avez l'état entier du jeu que vous envoyez une fois et vous le remplacez à mesure que l'état change. Les annotations sont très similaires. Comme je disais, ils sont synchronisés, sauf que vous les recevez juste une fois de temps en temps. Comme un bon exemple d'annotation, c'est un joueur vient de se connecter. Un nouveau joueur vient de se connecter. Vous envoyez la liste des joueurs dans le data stream, peut-être à toutes les 5 secondes. Et entre-temps, quand vous voyez un nouveau joueur arriver, vous lui envoyez un nouveau joueur vient de se connecter. Et c'est seulement après 5 secondes que vous allez envoyer à nouveau toute la liste avec le nouveau joueur connecté dessus. Donc, c'est pour ça, ils arrivent une seule fois, mais elles aussi sont disponibles à la connexion. L'autre outil, c'était les notifications sont envoyées immédiatement à tous les viewers, à tous les spectateurs. Toutefois, elles ne persistent pas et ne sont pas synchronisées. Vous les recevez le plus rapidement possible et elles sont aussi disponibles à travers un API web afin de les jumeler, par exemple, avec d'autres services. Ça permet d'envoyer un feedback immédiat à tous vos viewers en utilisant notre système pour scaler les streamings et le data. Un exemple, c'est la fin d'une période de vote. Le jeu envoie « Le vote est arrêté, voici les résultats, puis arrêtez de m'envoyer des nouveaux votes. » Fait que c'est un exemple d'usage. L'autre élément qui va vers les viewers, vers le jeu, ce sont les événements. Ils sont collectés de façon anonyme entre tous les viewers et sont envoyés de façon sommaire au jeu. Comme je disais, c'est un système afin de permettre d'éviter d'inonder le spectator client avec plein d'événements. Et donc, il va vous permettre à votre jeu de scaler jusqu'à 1 million de viewers si vous avez beaucoup de succès sans que le jeu soit affecté. Vous choisissez une fréquence à laquelle vous voulez recevoir les sommaires pour chacun des types d'événements. Puis, il va envoyer ce sommaire-là au fur et à mesure que les événements rentrent. Et finalement,
les commandes qui sont tout simplement un envoi directement au jeu d'un morceau de data pour lui dire, par exemple, change la map, repart le match ou des éléments comme ça. Bien sûr, GenVid n'existe pas tout seul, c'est toutes les features qu'on a envoyées, mais si vous voulez vraiment créer une expérience intéressante, vous avez accès à plein d'autres services qui peuvent exister sur le marché. On ne vit pas en isolation. J'ai pas essayé de recréer, on n'a pas essayé à GenVid de recréer ces éléments-là. Il y en a des excellents qui existent sur le marché, que ce soit des matchmaking servers, des leaderboards, des profils pour les viewers, des services de vote, les différents API live déjà disponibles sur Twitch ou sur YouTube, ainsi que plein d'autres game services qui existent dans l'industrie du online. Fait que, tu sais, on n'essaye pas d'être une solution qui répond à tous ces besoins-là. On préfère laisser les gens les intégrer eux-mêmes. Par le prochain sujet, c'est comment construire une GenVid Experience. On va voir étape par étape ce que ça prend, en commençant par l'intégration dans l'engin, suivi de la construction du website et enfin, comment déployer l'expérience en production. Donc, l'intégration à l'engin, c'est probablement la partie la plus facile. La plupart de mes clients l'ont fait même avec des engins prioritaires en 2 ou 3 jours maximum. Il y a juste à peu près une dizaine d'API à faire et actuellement, on supporte que Windows, mais bientôt, on va avoir un API portable. On espère le fournir, qui va être permis. Donc, initialisation, termination. La majorité des engins, que ce soit des engins de physique ou d'AI, ont souvent ces deux méthodes-là, donc assez standard. Après ça, pour créer un vidéo stream, vous devez juste appeler Create Stream, vous l'appelez du nom que vous voulez, et vous indiquez quel framerate et comment vous voulez la capture se fasse. Comme par exemple, ici, il va capturer directement sur le swap chain DXGI. Après ça, à chaque fois que vous voulez soumettre une nouvelle vidéo, vous appelez juste le Submit Video Data, comme ça. Et juste avant de détruire votre stream, vous pouvez la détruire en appelant Destroy Stream. On supporte aussi la capture à travers une texture. Ça fait que si vous voulez plutôt capturer sans le HUD ou sans l'interface ou avec une vue de caméra, vous pouvez juste passer une texture. Ou on supporte encore des formats d'image standards comme du RGB10 ou du NV12. L'audio stream, c'est à peu près la même façon, excepté que vous n'avez pas besoin de l'appeler régulièrement si vous utilisez la capture Wasapi. Si vous préférez utiliser des raw buffers, des buffers d'audio directement, il y a aussi l'API de Summit Audio Data. Et finalement, les streams de data ainsi que les annotations et notifications. De la même façon, je crée un stream qui s'appelle data. Je lui donne un framerate. Ça va dire à combien de temps je veux que ce data-là soit répété, s'il est répété, puis à combien de temps je veux l'envoyer. Vous n'êtes pas... Après ça, vous appelez Submit Game Data dès que vous avez du nouveau data. Vous pouvez soumettre des annotations aussi. Et si vous voulez soumettre une notification, vous pouvez le faire. Les notifications prennent un ID. Ils n'ont pas besoin d'avoir un create stream avant ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste l'envoyer comme ça et ça va être envoyé vers tous les viewers. Et de la même façon, vous avez la description de la stream à la fin. Finalement, au niveau de la communication entre les viewers et le jeu, GenVid utilise un système de callback. Vous souscrivez, il y a 2 types de callback, celui-là pour les événements, celui-là pour les commandes. Vous faites une subscription sur les Event ID ou le Command ID. Et après ça, dans votre game loop, une fois de temps en temps, vous appelez
GenVid Check for Event, c'est vous qui décidez, vos callbacks vont être appelés dans cette thread-là et nulle part ailleurs. Donc, vous pouvez avoir tout protégé votre jeu pour ce faire. Et à la fin, quand vous voulez plus recevoir d'événements, vous avez juste à appeler les commandes de unsubscribe. Finalement, bien sûr, même si l'intégration ne prend pas beaucoup de temps dans un jeu, on a quand même fourni des plugins pour les engins les plus populaires. Donc, on est un Unity Affiliate Partner, c'est-à-dire que notre plugin sur Unity a été testé par Unity et supporté. Il nous valide notre truc. On supporte le Unity Audio Engine directement plutôt que de la capture Wasapi. Puis vous avez aussi on a aussi une intégration avec Unreal Engine et ça inclut un éditeur avec des fonctions d'accès vers tous nos services pour le débogage en ligne, etc. qu'on a au niveau de ce qu'on appelle notre Toolbox API. Web Integration, probablement la partie la plus demandante en temps dans notre API parce que c'est là que vous créez votre interaction avec les viewers. Donc, complètement une nouvelle expérience par rapport au jeu. Et ça commence tout simplement par un système de connexion assez simple. Le web client va appeler une méthode qu'on appelle le join, sur lequel vous pouvez implémenter tous les niveaux d'authentification, valider est-ce que la personne est un subscriber premium ou est-ce qu'elle est juste un usager anonyme, etc., et choisir de l'authentifier ou de le refuser l'accès. Après ça, vous allez juste demander à un de nos services, qui est le Disco Service, l'information sur la session et un token pour se connecter. Et c'est renvoyé au web client afin de créer le GenVid client. La création du web client se fait à travers notre API JavaScript. C'est tout simplement la méthode GenVid create GenVid client sur laquelle vous passez les infos de connexion et le token. Après ça, encore un système de callback très populaire en JavaScript pour savoir quand le vidéo player est prêt. Lorsque le WebSocket a réussi à se connecter sur les services et s'est authentifié avec succès, quand est-ce que du nouveau data est disponible, vient d'arriver, quand est-ce que les notifications arrivent, et finalement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle frame vidéo, une commande il va vous envoyer le data associé à cette frame vidéo-là. Et une fois que vous avez seté tous vos callbacks, vous pouvez appeler Client Start pour que ça commence. Donc, si vous du côté web, quand vous voulez envoyer un event, tout ce que vous avez à faire, c'est appeler la commande Send Event. Ça va être envoyé à nos serveurs Leaf qui vont faire ce qu'on pourrait appeler du MapReduce. Donc, transformer le data et le réduire, faire un sommaire qui va être collecté au centre et envoyé au jeu avec la fréquence demandée. On est rendu au déploiement, donc on a bâti notre site web, on a intégré notre jeu, on a bâti notre site web. Vient le temps de le déployer. On supporte 3 types de déploiement dans GenVid. Le déploiement local, principalement utilisé pour le développement. Le déploiement en cloud pour les démos, par exemple pour montrer à votre producteur, à un publisher ou tout simplement pour faire du test family and friend, qui supporte donc une petite foule, mais pas trop de monde à la fois. Et finalement, le déploiement en production afin d'être capable de supporter des grosses crowds de milliers de personnes à la fois. Donc, une petite explication sur comment notre technologie se déploie. Comme vous voyez, on a l'engin qui est déployé au niveau du SDK avec le SDK intégré. Ça, c'est votre engin de jeu en mode spectateur. On a ensuite de ça une série de services. Un pour la composition, afin de créer le stream audio-vidéo. Et l'autre partie pour les notifications et le data
qu'on appelle le GenVid Engage. Et il y a donc une interaction. Finalement, il y a le website avec le SDK en JavaScript d'intégrer dedans. Et tout simplement, tous les systèmes se parlent entre eux. En dessous des services, GenVid fournit un système d'orchestration basé sur Consul Nomad Vault, des outils d'HashiCorp. Ils sont optionnels, mais c'est notre façon de mieux supporter les gens. C'est faisable de remplacer chacun de ces morceaux-là, mais on utilise principalement Consul pour la découverte des services et sauvegarder la configuration. On a Vault pour manager les secrets, par exemple votre stream key ou ce genre d'informations-là. Et Nomad sert principalement à rouler l'environnement, à rouler les différents services, etc., incluant votre site web ainsi que le jeu si vous avez mis votre jeu sur le cloud. Dans le mode par défaut, GenVid possède, on a différents types de serveurs qui servent à différentes choses. On a le Windows Server qui est une machine pour GPU. C'est la machine qui roule le jeu en mode spectateur. On a des serveurs de supervision qui sont juste là pour monitorer les autres serveurs, et les enregistrer. Ils servent de communicateur, de contrôleur entre les différents serveurs. Les serveurs internes, les internal workers, qui sont des serveurs multipropos. On en a besoin de 1 à 3 environ pour un stream normal. Le serveur d'encodage qui fait le gros de l'encodage lui-même. Généralement, un seul serveur est nécessaire. Puis finalement, les public workers, les serveurs publics qui sont General Purpose et c'est eux autres qui vont aider à scaler le stream au nombre de viewers que vous avez. Pour aider au déploiement, on a créé aussi 2 API. Un API qu'on appelle le Bastion API qui sert à manager plusieurs clusters comme celui-là que vous venez de voir, qui interface principalement avec Terraform. Donc, ça permet que Terraform est un excellent outil pour gérer justement des machines, des services cloud. Et donc, c'est bien qu'on fournit uniquement le support AWS actuellement. Il est faisable de convertir nos scripts pour utiliser Azure ou d'autres services. Et on devrait supporter d'autres cloud providers dans le futur. Puis vous n'avez besoin juste d'un par environnement. Vous pouvez créer autant de clusters ou de streams que vous voulez à partir de ce service-là. Et l'autre API sert uniquement à gérer un stream lui-même, le cluster lui-même, permet de gérer les assets, la configuration et tout ça. Donc, on est rendu au type de déploiement qu'on veut avoir. Tout ce que j'ai discuté, à part pour les serveurs, on les retrouve dans les 3 types de déploiement. Mais quand on veut développer en local, on s'est assuré d'avoir un déploiement en local qui vous permet de tester et d'itérer sur votre jeu puis sur votre site web, même si vous n'avez aucun accès au web et même si vous n'avez pas, par exemple, accès au BIOS pour activer la virtualisation. Donc, on n'utilise pas Docker, tout roule localement. Vous pouvez plugger un debugger directement sur votre site web ou sur votre jeu pour savoir ce qui se passe. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une machine Windows et vous pouvez rouler entièrement là-dessus. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est partir ce qu'on appelle un local bastion qui va s'assurer de rouler les services de base. Et ensuite de ça, vous pouvez partir ce qu'on appelle un local cluster, qui est un cluster qui roule entièrement local avec tous les services. Puis, loader votre configuration, partir les services. Après ça, vous pouvez partir votre site web, puis partir votre jeu, et tout va se connecter et vous allez pouvoir itérer sur votre expérience. Donc, aucun VM, aucun Docker, pas d'Hyper-V. On fonctionne avec juste des services de base afin de permettre un maximum l'usage des outils de débogage. Quand vous allez aller en démo, comme je disais, on fournit une configuration de base pour AWS
avec ce qu'on appelle un basic cluster qui contient juste le minimum pour partir un démo capable de scaler. En fait, il est capable de scaler en général jusqu'à un millier de clients environ, dépendant du load de votre jeu. Et on a aussi un mode minimal cluster si vous avez des permissions restreintes puis que vous voulez votre administrateur vous donne. Lui, il s'occupe juste de créer le minimum, mais il a besoin que vous lui fournissez les informations supplémentaires. Par exemple, quel VPC, quel subnet, quel rôle demander pour AWS. Puis, on fournit aussi les configurations des jobs dans Nomad, ce qui sert, par exemple, à partir nos services, savoir comment nos services fonctionnent, mais aussi vous pouvez les utiliser pour partir votre jeu ou partir votre site web. On fournit des exemples de ça. Et là vient le temps, après ça que vous avez fait votre démo, d'aller en production. Et l'environnement lorsque vous vous retrouvez en production, les choses qui sont importantes à penser, c'est comment votre site va être découvert. C'est-à-dire, qui va le trouver? Est-ce que c'est juste à travers un site externe ou est-ce que c'est à travers Twitch? Comment vous voulez scaler? Est-ce que vous voulez limiter le nombre de viewers? Par exemple, je ne veux pas aller plus haut que 10 000 ou vous voulez le scaler de façon illimitée? Comment vous allez monitorer pour s'assurer que tout va bien? Et comment l'autre tester? Chez Genvid, on a des équipes spécialisées pour vous aider là-dessus. Vous pouvez demander des questions. On peut aussi vous aider à faire ce déploiement-là. On fournit aussi des samples pour vous aider à créer des load testers vous-même, des exemples d'intégration avec des outils de monitoring, etc. Mais c'est certain que si vous voulez aller en production, être certain d'être solide, vous avez besoin d'aller chercher un peu plus d'informations. On fournit aussi une interface de studio qui vous permet de faire du picture-in-picture, des fils de chroma pour les broadcasters, gérer la balance. On supporte l'ingestion de stream RTMP arbitraire, de faire par exemple une webcam ou la sortie de OBS. Un sample de métrique, un sample de load test, comme j'ai parlé précédemment, afin de vous aider à aller en production. Ça a tout l'air que quand je le fais en français, ça me prend un peu plus de temps. Ça fait qu'il reste... il reste juste quelques minutes, mais je peux prendre des questions. Y a-t-il des questions? On switch off celui-là. Oui. Je vais monter les micros. OK. Aucune question? Notre boot est juste à l'arrière. Vous pouvez voir un peu les différents exemples qu'on a eus. On a déjà une dizaine de jeux d'intégrer avec notre technologie et plusieurs événements qui ont déjà été faits avec des milliers de viewers concurrents. Vous êtes bienvenus de venir nous visiter pour voir plus de questions. Ou vous pouvez aussi downloader notre SDK directement sur le website. C'est gratuit. Vous pouvez partir en dedans d'un après-midi, vous pouvez voir un premier exemple puis commencer à pouvoir expérimenter avec.